Aujourd'hui, je suis content, je vais vous parler d'un de mes auteurs favoris en la personne de Jack London. Un de ces personnages qui ont été essentiels dans ma construction, qu'il s'agisse de mes goûts ou de politique. Quand on entend Jack London, on pense à des loups, des chiens, des forêts. On pense à Cro-Blanc, à l'appel de la forêt, des lectures d'enfance ou d'adolescence, pleines de neige, de morsures et de survie. Et c'est vrai, London c'est l'aventure, c'est un écrivain qui sent le feu de camp et les doigts gelés. Mais c'est aussi et surtout un homme traversé de contradictions. Sous la couche de récits épiques, il y a un autodidacte féroce, témoin du monde ouvrier, penseur politique, parfois visionnaire, parfois dérangeant. Son œuvre est tendue entre deux pôles, la nature sauvage, indifférente, parfois hostile, et la société humaine qu'il rêve plus juste, et dont il voit lucidement les rouages. Aventurier, écrivain du froid et des révoltes, Jack London nous raconte ce que ça veut dire que d'être seul face à la nature, mais aussi seul face à l'injustice. Alors aujourd'hui, je vous propose de traverser quelques-uns de ces textes pour mieux comprendre cette œuvre assez unique. Chez Jack London, la nature n'est pas un refuge romantique. C'est pas une promesse de réconfort ou de réconciliation. C'est une épreuve, et surtout, elle est indifférente, cette nature. Elle ne veut ni notre bien ni notre mal, elle est. Et c'est à nous de nous y adapter ou d'en disparaître. Un texte résume cela de manière brutale et magnifique. Construire un feu. C'est la nouvelle préférée de mon ancien directeur, et je comprends pourquoi. Elle tient en quelques pages, et elle vous reste en tête pendant des mois, des années. Un homme seul marche dans le froid, le froid extrême du Yukon. Il a un chien avec lui, mais il n'écoute pas les signes, il n'écoute pas la nature, il ne respecte pas les limites. Et quand il tente de faire un feu, pour survivre, il échoue, parce qu'il a mal évalué le réel. Le chien survivra, l'homme meurt. C'est pas un récit de vengeance de la nature, c'est pas cruel, c'est pas non plus un récit sentimental. Il n'y a pas de musique triste, juste le constat d'une erreur, d'un excès de confiance. La nature chez London, c'est un juge impartial. Ce retournement, l'homme qui meurt, l'animal qui vit, renverse le rapport de domination. Chez London, l'animalité n'est pas inférieure. Elle est un mode d'existence, un savoir, parfois plus pertinent que les prétentions humaines. C'est aussi ce qui traverse l'appel de la forêt. Buck, le chien domestique, retourne à l'état sauvage. Il répond à l'appel ancestral inscrit en lui. C'est une trajectoire de décivilisation. Mais pas une régression, une forme de révélation. Il devient pleinement lui-même. Inversement, dans Cro-Blanc, on suit un loup sauvage qui se rapproche peu à peu des humains, jusqu'à accepter une forme de domestication. Deux récits inverses, mais une même tension, entre nature et société, entre instinct et contrainte sociale. On sent d'ailleurs là l'influence forte de Thoreau, notamment dans la valorisation de la solitude et du contact direct avec les éléments. Mais là où Thoreau cherche l'harmonie, London se heurte au tragique. La nature n'est pas un temple, c'est un territoire à comprendre, à traverser, et parfois à fuir. Et pourtant, cette nature, si dure, c'est aussi une chance. Elle permet à l'homme d'être seul face à lui-même, de faire le point, de sentir ce qui reste quand on retire tout le confort. C'est là que se joue l'émancipation. Non pas dans le retour à l'état de nature, mais dans l'épreuve qu'elle impose. Dans un monde contemporain, hanté par l'effondrement, par le réchauffement, par le doute, il y a dans ces récits une résonance puissante. Que ce soit pour les écologistes radicaux, les survivalistes, ou les amateurs de solitude volontaire, construire un feu résonne comme une métaphore simple et glaçante. Il faut faire un feu, il faut le réussir. Jusque-là, nous n'avons parlé de Jack London que pour ses récits d'aventure, ses forêts glacées, ses chiens loups. Mais ce serait une grave erreur que de passer à côté de l'autre versant de son œuvre, celui du militant, du penseur politique, de l'observateur de la misère sociale. Et pour moi, ce versant-là commence très précisément avec le peuple de l'abîme. Le peuple de l'abîme, c'est un récit autobiographique, celui d'un homme qui décide de voir par lui-même. C'est journalistique. En 1902, London a à peine 26 ans. Il se rend à Londres et s'installe volontairement rue East End, un des quartiers les plus misérables au monde à l'époque. Il se déguise en ouvrier, partage la vie des plus pauvres, dort dans des refuges, fait la queue pour un morceau de pain. Et il en tire un livre d'une puissance rare. Pas un roman, pas une fiction, un témoignage, une enquête de terrain presque ethnographique, journalistique. La prose est sobre, directe, indignée et jamais larmoyante. Il se contente de décrire ce qu'il voit, la promise qui fait, la faim,
Les corps abîmés, les enfants sans avenir. Et pour moi, à titre personnel, c'est un de mes livres fondateurs, un tournant. Je l'ai lu au lycée, et j'ai eu l'impression de redécouvrir Jack London. C'était plus seulement l'auteur de Cro-Blanc, c'était un homme qui utilisait son nom, un témoin, qui utilisait son talent, son corps pour parler des oubliés. Je suis persuadé que le peuple de l'Abîme a joué un rôle important dans la construction de mes convictions politiques. Il m'a aidé à comprendre que la littérature pouvait être une arme, un outil essentiel. Que l'observation du réel, la colère, l'écriture, tout cela pouvait se conjuguer. Et d'ailleurs, ce texte n'est pas isolé. Il annonce une lignée entière, de George Orwell à Solzhenitsyn, en passant par le journalisme littéraire engagé. Quand Orwell plus tard publiera dans la Dèche à Paris et à Londres, il reprendra la même méthode, s'immerger, raconter, dénoncer. Ce regard-là, London ne le doit pas à une éducation universitaire. Il vient d'un milieu extrêmement pauvre. Il a travaillé très jeune, était ouvrier, marin, chercheur d'or, pilleur d'huîtres, vagabond. Et surtout, il a lu. Voracement, il y a tout. Marx, Darwin, Kropotkin, Thoreau, Élisée Reclus, qu'il faudra que j'aborde d'ailleurs un jour. Il se forme seul par nécessité, et ça donne une œuvre hybride, entre récits d'aventure de ce qu'il a vécu, réflexions politiques qu'il a aussi vécues, et témoignages du monde. Il partage d'ailleurs avec Thoreau ce goût pour la nature, mais aussi cette volonté de vivre autrement. Avec Reclus, il partage une géographie politique du monde, et certaines convictions. Avec Kropotkin, l'idée que la solidarité pourrait être une force biologique et sociale. Mais chez London, tout cela passe par l'expérience. Pas de théorie détachée. Tout est forgé sur le terrain, dans les ports, les usines, les forêts, les rues sales de Whitechapel. Cette formation, il la met au service d'un engagement concret. Jack London est un militant socialiste actif. Il écrit, il donne des discours, il se présente même aux élections locales. Il croit au soulèvement des masses, à la justice sociale, à l'égalité. En 1908, il publie Le Talon de fer, une dystopie politique saisissante, quelque chose de complètement novateur sur le plan littéraire, quelque chose d'assez fou, je trouve. C'est l'histoire d'une révolution écrasée par une oligarchie capitaliste aux États-Unis. On y lit, avec 30 ans d'avance, les éléments qu'on retrouvera chez Orwell. Surveillance, propagande, culte de l'ordre. Et le personnage principal, c'est une femme révolutionnaire. Un choix moderne, et un peu en décalage avec ce que peut faire London par ailleurs, parce que c'est pas si simple. London, son œuvre, elle est traversée de tensions, de choses extrêmement dérangeantes qui passent plus aujourd'hui. Dans ses textes sur le Pacifique, je trouve que c'est le meilleur exemple. Ça s'appelle Les Contes des mers du Sud. On trouve des passages ouvertement racistes, des moments extrêmement sexistes, des descriptions coloniales complètement biaisées, un darwinisme social assumé ça. C'est plus possible aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. Il y a chez lui un tiraillement entre l'internationalisme du socialisme et les préjugés de son époque qu'il n'a pas su remettre en question. C'est ce qui rend son œuvre complexe, parfois inconfortable, mais toujours digne d'intérêt. Parce qu'on lit chez lui une tentative sincère de comprendre le monde et de s'y opposer, même lorsque ça échoue, ou qu'il se retrouve heurté à ses propres limites. C'est très difficile de cerner Jack London en un seul mot. Aventurier, ouvrier, journaliste, écrivain, militant, il aura vécu tout ce qu'il a écrit, et peut-être même écrit tout comme il a vécu. C'est par exemple un voyageur infatigable, un reporter engagé, un photographe attentif et un observateur passionné du monde. Sa vie, comme son œuvre, c'est une exploration permanente. Du Grand Nord au Pacifique Sud, des quartiers pauvres de Londres aux zones de guerre d'Asie. Il n'a pas cessé de se confronter au réel, de le documenter, de le penser. À 21 ans à peine, il prend déjà la route comme vagabond à travers les États-Unis. Une expérience qu'il raconte dans Les Vagabonds du Rail. Puis ça sera le Klondike, où il cherche de l'or, mais trouve surtout une matière première pour ses récits. Il embarque dans des navires de pêche, il voyage avec les sans-abri, il partage la condition des ouvriers et des marins. Lors de la guerre russo-japonaise, il envoyait comme correspondant photographe, témoin direct d'un monde qui bascule dans la modernité violente du XXe siècle. Et surtout, après il se lance dans un tour du monde, à bord du Snark, un bateau qu'il a fait construire lui-même, pour un périple qui l'emmène jusqu'à Hawaï, aux Marquises, en Australie, aux îles Salomon. Une expédition aussi littéraire que géographique, racontée dans la croisière du Snark. Tout ça, il ne le vit pas avec la distance froide d'un touriste. C'est toujours un observateur impliqué. Il écrit ce qu'il voit, il photographie, il interroge. Il dort dans les asiles de nuit, il partage la table des miséreux, il discute avec les marins, les dockers, les soldats, les indigènes. Ce qu'il cherche, c'est une connaissance vécue,
pas abstraite. L'écriture vient après, comme un prolongement du regard de l'expérience du choc. Mais Landon ne regarde pas seulement le monde tel qu'il est, il imagine aussi ce qu'il pourrait devenir, ou ce qu'il pourrait perdre. En 1912, par exemple, il publie La peste écarlate, un autre texte complètement novateur, bouleversant, d'une modernité sidérante. Ça se passe en 2073. Une pandémie a anéanti la civilisation telle que nous la connaissons. Dans un monde retourné à l'état sauvage, un vieil homme tente de raconter à ses petits-enfants le monde d'avant, les villes, les sciences, les machines à culture. Mais ses mots sont incompris. Le savoir s'est effondré avec les structures sociales, la mémoire elle-même se délite. La peste écarlate, c'est juste un des tout premiers récits post-apocalyptiques modernes, écrit avant même la Première Guerre mondiale, bien avant les références du genre Le meilleur des mondes, 1984, ou La route, Mad Max, j'en parlais il y a pas longtemps. Il préfigure une peur qui va hanter tout le jour le XXIe siècle, celle de l'effondrement. Il y critique aussi bien la folie technologique que l'illusion de la maîtrise humaine sur la nature. C'est un texte d'une force sèche, tendu sans espoir, mais aussi d'une grande sensibilité sur les questions de transmission, de mémoire, de filiation. Relu aujourd'hui, après les pandémies mondiales, en pleine crise écologique et dans un climat de désorientation générale, La peste écarlate sonne comme une prémonition glaçante. C'est un texte qui mérite vraiment d'être découvert, ou redécouvert. Mais derrière le voyageur, derrière le militant, derrière l'écrivain populaire et l'homme d'action, il y a aussi un homme seul, fatigué, usé. Et c'est dans Martin Eden qu'éclate cette dimension intime. Publié en 1909, Martin Eden est sans doute le roman le plus personnel de Landon. On y suit un jeune autodidacte, passionné de littérature, qui tente de s'élever dans une société bourgeoise qu'il rejette. Il y parvient au prix de 1000 sacrifices, mais découvre une fois au sommet que ça n'a plus aucun sens. Il est devenu étranger à lui-même, étranger au monde, incapable d'aimer ou de croire. C'est plus original qu'il était. Et le roman se termine sur un suicide, poignant, silencieux. Difficile de ne pas lire une mise en abîme du propre parcours de Landon. Lui aussi a trimé, il a connu une ascension sociale fulgurante, la reconnaissance littéraire et l'épuisement créatif. Et lui aussi se débat avec les contradictions d'un homme engagé mais tiraillé, d'un écrivain célèbre mais profondément lucide sur les illusions du succès. Car la fin de vie de Landon, ça n'a rien d'un triomphe. À 40 ans, il est malade, épuisé, dépendant à l'alcool, dépendant à la morphine. Il meurt en 1916, dans des conditions qui resteront floues à jamais, peut-être par suicide. Son corps l'a complètement lâché, comme son espoir. Ainsi s'achève le parcours de Jack London. À la fois globetrotter et reclus, écrivain adulé et homme brisé, pionnier du reportage et visionnaire du désastre. Il aura vécu 1000 vies, mais toujours en cherchant une vérité nue, dans la rue, dans les ports, dans les livres, dans les regards. Son œuvre protéiforme nous parle encore aujourd'hui de lutte sociale, de fragilité du monde, de solitude existentielle, de l'environnement. C'est peut-être cela être un écrivain total, ne jamais se contenter d'une seule histoire, mais explorer tous les versants de l'expérience humaine, jusqu'à l'épuisement. L'héritage de Jack London est immense, mais s'il ne me fallait en retenir qu'un écho contemporain, je choisirais Into the Wild, un de mes films préférés, tiré d'un livre excellent lui aussi, et d'une histoire vraie. Chris McCandless, ce jeune homme en rupture, meurt seul en Alaska, avec l'appel de la forêt dans son sac. London est cité dans le lit du film, et cette image nous montre l'humain face à la nature, magnifique et implacable. Mais Into the Wild, c'est ça, c'est un film sur la nature, sur l'homme face à la nature. Mais derrière, il y a à nouveau tout ce sous-texte politique qui est bien présent, et que malheureusement, pas mal de gens ont ignoré. Je vous invite à revoir le film, pour ça aussi. London, c'est ça, une figure centrale d'un romantisme de la rupture. Mais chez lui, il n'y a pas d'illusion. La nature n'est pas une carte postale, elle est sans indulgence. Il a écrit la faim, le doute, la fuite et la lucidité. Bref, si tout ça peut vous donner envie de le relire, de le redécouvrir, tant j'aurais fait mon boulot. Parce que vraiment, lire London, ça vaut le coup.